Alors, au pupitre, Pierre Buteau. Pierre Buteau, vous êtes professeur retraité, vous avez été ministre de l'Éducation d'Haïti, vous êtes diplômé en relations internationales, spécialité histoire contemporaine, vous êtes le président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, dont vous êtes membre depuis 1989, et vous êtes actuellement chargé de cours à l'université Quisqueya. Vous êtes également président de la commission d'élaboration du programme des sciences sociales du nouveau secondaire. Alors, vous avez co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, je ne peux pas les citer tous, mais notamment avec Rodney Saint-Éloi et Lionel Trouillot, Refonder Haïti en 2010, avec Lionel Trouillot, le prix du Jean-Claudisme sur le régime de Jean-Claude Duvalier en 2013. Vous avez participé à de nombreux ouvrages collectifs, je n'en citerai qu'un, 100 ans de domination américaine en 2015 sous la direction de Michel Soucard. Et sous votre direction et celle de Guy-Marie Louis, en 2023 aux éditions UEH, Jean Price-Mars, Nécessité et urgence de l'actualisation d'une pensée, un de vos ouvrages co-dirigés les plus récents. Vous avez publié un très grand nombre d'articles scientifiques, en particulier dans la revue de la Société haïtienne d'histoire. Vous avez cofondé des revues également, avec plusieurs collègues haïtiens, les revues Les Cahiers du Vendredi, la revue Lire Haïti et la revue Démembré. Vous avez animé de nombreuses émissions radiophoniques sur l'histoire. Et enfin, vous co-signez, on en a parlé hier, avec Lionel Trouillot, la postface de la traduction en français de l'ouvrage de Michel Rolf Trouillot, Silencing the Past, traduction sous le titre « Faire taire le passé », qui sera publié à l'automne. Pierre Buteau, je vous laisse la parole. Merci. Merci pour ces propos bienveillants et merci à toutes et à tous. Bonjour et surtout mes remerciements aux organisateurs de ce colloque. Et je crois que je leur dois ma présence ici. Mais permettez-moi très vite de livrer une part de mon intimité. Je vous prie de m'excuser. Souffrez un peu. Mes proches m'ont chargé de vive voix de remercier les gens qui, par un élan de solidarité, leur ont permis, voilà 2 ans déjà, de faire face à une épreuve, et cet élan de solidarité venu ici leur a donné un réconfort pour surmonter une épreuve. Et moi, du coup, j'ai eu le bonheur d'avoir quelques considérations de mes geôliers et qui ont dit « Mais qui tais-toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et m'ont regardé et m'ont prié de partager leur repas. Voilà. Merci encore. Mais j'aurai encore une autre demande, une autre requête. De me permettre d'exprimer ma redevance envers la paysannerie haïtienne, au nom du peuple haïtien, en dépit de son non-autorisation, je ne l'ai pas, mais c'est cette paysannerie qui a assumé à elle seule, qui nous a permis surtout d'honorer les engagements de l'État haïtien. Chapeau à cette paysannerie. Un hommage à Pierre Nora, qui vient de disparaître, et dont les leçons, les travaux ont permis à la discipline de faire des avancées énormes. Et je retiens un de ces préceptes qui me guidera dans cette présentation. La dette suscite beaucoup d'émotions, et j'en ai, mais je dois à tout prix la faire taire. Et en suivant Nora qui disait « Il faut toujours dépouiller l'histoire de tout ce qui n'est pas elle,
pour parvenir à une vérité relative, objective, mais toujours questionnable. Je suivrai cette voie dans ma présentation. Paysans, État, paysannerie, indemnité 1825. Ça va me permettre de renouer avec les fondamentaux, de questionner les sources primaires aussi, celles d'une historiographie haïtienne dont on gagnerait à connaître davantage les travaux. Parce qu'elle a beaucoup donné, tout donné, pendant la fin du 19e, au début et jusqu'à la fin du 20e siècle. C'est en leur nom que je fais aussi cette présentation. Dans ce genre d'affaires, la dette, il est bon de savoir avec qui on a affaire. Pour essayer de comprendre à qui on a affaire, de dégager quels sont les agents à avoir été impliqués dans l'acceptation de cette dette scandaleuse. L'acceptation est scandaleuse, les exigences le sont aussi. Je m'inspire d'Anthony Giddens, un concept opérationnel dans ce cas d'espèce, le concept de structuration. La crise, le 1er janvier 1804, n'ouvre pas uniquement sur l'apothéose du triomphe de la Révolution, mais ça marque aussi le premier jour de la première crise, et peut-être la plus importante de l'histoire de ce pays. Suivront d'autres, déterminées par la première, mais celle-là reste fondamentale. C'est ce que je m'autorise à nommer une grave crise d'orientation. La crise post-1804. Quel État? Quelle société? C'est à cette question que cette grave crise qui s'ouvre entre 1804 et le 8 octobre 1820, qui déterminera la dette, la construction de l'État, dans la finalisation de la première séquence de sa construction, et aussi une forme de société. C'est cet État, cette société, qui déterminera la dette. Et c'est les enjeux autour de sa construction ou de leur construction qui détermineront aussi la dette par-delà la bêtise, la vanité d'un homme, d'un chef d'État, Boyer, qui, à sa tombe au Père-Lachaise, et qui est mort ici, à Paris, dans des conditions dramatiques, d'extrême pauvreté, qui a été accueilli par Louis-Philippe, qui disait « Vous êtes un prince, sire. Je suis tout simplement le représentant d'un pauvre peuple. » Sa tombe est là, j'y vais souvent, grâce à un ami, et quelquefois je dis, sa tombe est pareille à sa solitude. La solitude du fait de sa bêtise. Il est mort seul comme on meurt. Mais il a vécu de tristes moments par une décision arrêtée vraiment seul. Car quand le baron de Mâcon arrive aux portes, devant le port, une délégation est venue, dirigée par Balthazar et Ginac. Vive discussion, animée. Et quand c'était clair, les pourparlers, les négociations conduisaient à un échec, le baron de Mâcon déclare « Je serai obligé,
pas de faire la guerre, d'établir un blocus et de fermer Haïti à toutes sortes d'échanges. Balthazar et Gignac, Frémont, tirent leur sabre, et bien c'est la guerre, et pensent à Dessalines, inconsciemment, que les villes disparaissent. Et alors, c'était l'échec. Les gens se préparaient à la guerre, et comme me disait ma collègue Gousti Clara Gaillard, que Madiou décrivait déjà comme dans l'attente d'un tsunami. Ça ne prévient jamais. La population partait en montagne, disait c'est la guerre. Et puis ils apprennent qu'il y avait une signature et que Haïti était devenue une nation normale. Et vous savez, l'éminent professeur et honorable collègue Jean-Marie Théodate a subi les foudres d'une certaine opinion publique, qu'on comprend. Mais, en principe, il y a eu, du fait de ce soulagement, des moments de liesse, une fête, mais l'opinion publique ne savait pas les termes de la clause. Et quelque temps plus tard, une fois connue, ça a été une colère contre le pauvre Boyer. Pourquoi il a signé? Pourquoi il a fait cette bêtise? Mais attention, au moment où Mako a parlé de blocus, il laisse tomber. Pourrais-je présenter mes salutations au président Boyer? Pourquoi pas? Et c'est le drame qui se noue. Ils rencontrent Boyer et ils font des échanges animés, vifs. Et puis, Frédéric Marcelin, l'un des témoins, pas de l'époque, mais l'un des premiers à questionner la dette, l'indemnité française, parle d'une lettre, mais il n'a pas donné ses sources, tendue par le baron Mako, du roi Charles X, pour présenter ses hommages au président. Et le baron Mako dit « Je vous présente la lettre parce que le roi tenait à vous la remettre et je suis fier d'avoir pu rencontrer ce président-là dont on parle en France. » Tactique, on ne sait pas. Boyer se lâche et signe, reconnaît l'ordonnance. Et il dit ingénument, eh bien, vous signerez, je vous demande, je vous prie de dire au roi de changer les termes, certains termes. Il ne comprenait rien dans les terribles affaires internationales. Le baron Mako, je n'ai pas l'autorité requise, mais croyez-moi, je ferai tout pour en parler au roi. Ne vous inquiétez pas. Oh, je fais foi en la parole d'un officier français. Tel était l'état d'esprit. Et le drame commençait. Alors, ce qui se passe, l'autre drame, il y a un processus de structuration qui conduit à cet état. Et dès 1804, l'Alliance de l'Arcaïe, dont parle un de vos compatriotes, Paul Morral, va mettre en place les forces sociales qui ont fait 1804. 3 forces sociales. L'avant-garde ouverturienne, représentée pour l'instant pour l'époque, pour cette tranche d'histoire du moins, par Dessalines, par Christophe, et ensuite une autre force sociale, celle des anciens affranchis, mulâtres, qu'on appelle l'aristocratie claire, opposée à l'aristocratie noire, muée en 2 forces politiques et une force sociale, les cultivateurs, les masses des cultivateurs. Le lieu centre de tout le drame, arbitre involontaire d'un drame qui se jouerait et dont la détermination sera importante en ce qui a trait à la résolution, au résultat. Ces 2 forces
en principe, avaient les mêmes intérêts, mais des propositions de société différentes. Mieux, l'avant-garde ouverturienne avait un dessein social qu'ils partageaient avec des nuances liées à leur parcours individuel particulier, liées aussi aux différentes séquences des conjonctures que ces trois figures, Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, ont dominé. Un grand projet de société, digne de la Révolution, digne de la race, et des instruments stratégiques pour sa réalisation, pareil, un État fort et le maintien de l'économie plantationnaire. Ce projet ne pourra pas arriver à terme parce que la paysannerie était contre et que l'aristocratie claire n'était pas absolument contre, mais elle n'avait pas la détermination ni les moyens pour imposer la grande économie plantationnaire et pas de projet de société. Sans plus, le pragmatisme. Le pragmatisme, disait quelqu'un, un de vos compatriotes, Barthes, ce n'est que la réduction du réel, pas le réel, pas tout le réel. Eh bien, ça conduira bien vite à une empoignade, et cette empoignade donnera la première République noire du Nouveau Monde. Il a fallu pour cela l'assassinat d'un empereur et le suicide d'un roi. Dès lors se met en place une forme d'État et une forme de société. Un État frappé d'une incapacité initiale, une incapacité d'organisation de société. Cet État républicain dans la forme ne pourra pas produire, fabriquer du social. Et deuxièmement, la forme de société qui prévaut, qui émerge, était une société segmentée. Vos compatriotes, une anthropologie, on en parlait hier, et l'école de Ballandier disait que choisir entre le despotisme oriental et une société hydraulique et une société segmentée. Ils ont dit le despotisme éclairé, le despotisme oriental et, bien sûr, une société hydraulique permettant l'accumulation. Mais les deux premiers pères fondateurs, incluant Toussaint, voulaient de cette société-là, mais avec ce qu'on appelle une économie plantationnaire, une discipline de travail, une gestion rigoureuse du temps. Bref, c'est du taylorisme avant Robert Taylor. La paysannerie ne pouvait pas l'accepter. Et alors, ça va être le choix d'une société segmentée. Plusieurs études ont été faites et on doit reconnaître du côté haïtien, c'est la gauche haïtienne. En dépit de ses errements, qui a pu construire une lecture dans un cadre discursif strict pour décoder les différents aspects de cette société et de cet État appelé à conduire Haïti vers la dette. Cette économie plantationnaire, graduellement, cède et sera remplacée par une forme d'économie inédite et peut-être inédite parce que c'est le premier essai du néocolonialisme, comme dit Benoît Joachim. Et alors, à partir de ce moment, doucement, se tisse, avec la complicité de la paysannerie indirecte, une société qui n'arrivera pas à produire, qui n'arrivera pas à honorer les grands principes non formulés sur le papier de la révolution haïtienne.
Jean-Luc, dans Structure économique et lutte nationale populaire, déclare que c'est un système semi-féodal dominé par le capital marchand. On retient capital marchand. Mais société semi-féodale, on ne comprend pas trop. Et finalement, avec des avancées, on peut plus sûrement, du moins, dire que c'est une société servagiste marchande, où domine une forme de société rentière, connectée au rural, et une forme aussi de société se livrant à la spéculation. On s'interrogera peut-être au cours des échanges sur les raisons de cette victoire à la Pyrrhus, tant de la paysannerie que de l'aristocratie dite claire, dans la mesure où elle avait plus de cartes en main et moins radicale que les représentants de la ligne louverturienne. Ils ont fait des concessions parce qu'ils étaient capables d'en faire. J'en retiens deux, qui permettra indirectement de comprendre cette alliance assez curieuse entre une paysannerie qui a fait la Révolution et cette aristocratie claire. Le commerce, les spéculations financières et enfin, leur idéologie républicaine, même s'ils n'étaient pas des doctrinaires. Le régime républicain a su, en principe, permettre ces concessions dans la mesure où relation individu-collectif permet à l'individu paysan de s'ouvrir des brèches. Et on va passer d'une transition, et je pense à un géographe haïtien qui est mort dans le Covid, c'est Tony Cantave, qu'on faisait des échanges. Il dit, eh bien Pierre, c'est une économie plantationnaire, agro-manufacturière, qui a été remplacée par une structure agro-commerciale, non productive. J'ai dit, mais tu as raison. Et c'est cette structure, liée à cette structuration, qui a abouti à un système et à un régime politique. Parce que les luttes politiques qui se développent durant cette crise-là, et comme toute crise, aboutissent souvent, et ça a été, hélas, le cas d'Haïti, à une forme d'État et à une forme de société. Et cette forme d'État, c'est formellement un État républicain, formellement. Mais le régime qui l'enferme, qui l'encadre, qui ordonne ses pratiques, c'est un régime qui est mixte et particulier. Le régime est à la fois républicain en regard de son cadre juridico-politique, mais le régime est fondamental, est aussi coutumier, comme dans la plupart des États et des pays. Il est coutumier et présente une expression militaro-politique, c'est les militaires qui dirigent, pas les lettrés de Delille Joseph. C'est aussi un État, pas souffrir de cette appréciation technique, évaluation, despotico-anarchique. Et c'est ce qui explique que la dette deviendra plus lourde dans cet aspect coutumier pour Haïti, qui est rythmé dans son évolution par de terribles secousses, rythmé des moments de despotisme et des moments d'anarchie, comme on connaît pendant 40 ans une anarchie qui ronge ce pays aujourd'hui. C'est pour n'avoir peut-être pas compris, je le dis sans prétention et arrogance, ce cadrage initial que les femmes et les hommes qui, avec raison, honorablement, ont voulu faire de la politique, ont fait de la politique, pour n'avoir pas compris ce qui s'était passé dans l'évolution de ce cadrage, qu'on est confronté à ce désastre social. Alors, à partir de ce moment, réduire le désastre social haïtien à cette dette plutôt, c'est émotionnellement compréhensible.
c'est légitimement compréhensible. Mais si on suit les préceptes de Nora, il faut le dire. Il faut s'efforcer, et c'est ça le courage du pratiquant de cette discipline. Le courage d'établir un recul, une distance critique par rapport à l'émotion, par rapport à ce réel terrible, marqué par des frustrations, pour dire que la dette n'est pas seulement, à elle seule plutôt, responsable du désastre social. Je me permets, avec un certain risque, je l'aperçois plutôt comme une sorte d'épiphénomène. Dans certains de ces aspects, un phénomène qui va aggraver la situation d'Haïti et qui sera un irritant, un ulcère qui marquera l'histoire d'Haïti sur près de 70 ans et qui a contrarié et nuit énormément à son développement, mais pas qu'elle. Épiphénomène dans la mesure où cette dette va pourrir une situation déjà pourrie. Et la paysannerie, du fait de son entêtement, deviendra le dindon de la farce parce qu'à elle seule, elle va payer la dette. Elle ne le saura pas. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants paieront la dette, mais ne sauront jamais qu'ils ont contribué à sauver Haïti, à sauver son honneur. Alors, d'où vient cette paysannerie? Il faut qu'on en parle. Hier, on citait le marronnage. Le marronnage a joué un rôle dans la construction de la paysannerie, l'a modélisée. On n'en a pas assez tenu compte. Et c'est lors d'une joute entre historiens haïtiens et sociologues français, dont Yves Debac, c'est à travers cette polémique qu'on a su saisir certaines nuances. Déjà, le marronnage les marrons pratiquaient l'élevage, l'artisanat, et pratiquaient aussi la culture de montagne, dans des conditions différentes. Mais la paysannerie tire son origine de ces pratiques-là. Et une culture de survie, de méfiance. Et enfin, aussi, durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle de Saint-Domingue, la prospérité, la période dorée, les planteurs blancs, acculés, ne pouvant pas payer, honorer leurs dettes, Goustier en parlait tout à l'heure, pour les enjeux les tractations autour de la dette. Mais, en principe, ils ont dû faire des concessions aux esclaves. Debac soutient que sur chaque plantation de près de 800 carreaux, 1000 carreaux, on en réservait 15 ou 20 aux esclaves pour travailler un espace pour produire pour cultiver des produits vivriers dont parlait Alix René hier. C'est là que se construit la paysannerie haïtienne qui va payer la dette. Doucement. Le giromon, les yam et le maître prélevait une partie de la récolte. C'est déjà le système de deux moitiés qui pointe. Et le système de deux moitiés sera le système le plus dominant dans les relations ville-campagne. Et cette paysannerie tisse des habitudes de travail, une gestion du temps. Les anthropologues français et américains en ont parlé, dont Meyasso, qui dit, il parle d'un type d'esclave nommé esclave mancé, qui a deux temporalités. Quand il est sur les plantations, il est un esclave à part entière. Le travail servile, travail forcé absolu. Mais quand il est sur les places à vivre, il n'est plus un esclave. Il est davantage, se projette du moins, comme un paysan serf.
un paysan qui donne une partie de la récolte au maître, mais se réserve une partie. Et c'est sur son temps de repos qu'il cultive ce lopin de terre, se livre à l'élevage. C'est sur ce lopin de terre aussi qu'il apprend l'usage de la gestion du temps, de son temps. Mais il y a sous 10 ans, il se singularise, il devient un individu. Et c'est cette individuation qui se développe, permettra à l'esclave de s'imposer comme personne et de faire ses choix de vie. Et à partir de ce moment, la paysannerie se construit, va payer la dette. Dans des échanges qu'on a eus, je pense ici à Michel Wovtrouillot, mais Pierre, il n'y a pas qu'une paysannerie, il y a plusieurs paysanneries. Oui, c'est vrai, parce que dans le décompte, dans les places assignées à ce monde rural, il y a le petit producteur indépendant. À côté du petit producteur indépendant, il y a encore c'est un petit exploitant. Il y a le deux moitiés. Et il y a enfin aussi le paysan sans terre, vivier des mouvements paysans, pas trop, qui alimentera la lutte des piquets et des cacos. Et c'est cette paysannerie qui paiera à travers ce qu'on appelle ces grappes de destin, ces assemblages d'individus. Ce sont eux qui paieront la dette. Par la rente et par la spéculation dont ils seront les victimes. Travail en nature, travail en argent et aussi travail au quotidien pour payer et le propriétaire fictif, parce que le problème qui se joue et qui sera déterminant et qui conduira à la dette, c'est que ce pays ne peut pas produire parce que le procès de travail présente des limites. Et une limite fondamentale, c'est que les propriétaires ont juridiquement des papiers pour les plantations qui sont disloquées, mais ils n'ont pas la possession du travail. L'objet terre, l'objet de travail, est contrôlé par le producteur. Et c'est le producteur, comme sur les places à vivre, comme dans les montagnes pour les marronnages, qui organise le travail. Et les couches qui auraient dû s'occuper à la fois de la production et de la possession se livrent à la spéculation, vivent de la rente et vivent aussi de la politique. Ça produira aussi la dette. Souffrez que je vous lise le premier à avoir dénoncé ce fait. C'est Edmond Paul, qui a été formé chez vous et sous la direction d'un des plus grands économistes de l'époque. Et il a deux métiers. Il est économiste parce qu'il a étudié l'économie politique. Et ensuite, il est un intellectuel. C'est un libéral, et la doctrine libérale, c'est une doctrine c'est une philosophie de la connaissance. Et il a beaucoup appris. Voici ce qu'il dit. Au point de vue de l'impôt, aucune classe travailleuse d'Haïti n'a été plus douloureusement ni plus longtemps accablée sous le poids de l'injustice gouvernementale que celle des producteurs de café. Il n'est pourtant pas de classe dont l'intérêt est plus émaillé notre éloquence, tant privée qu'officielle. Les 8806 coups de canon qui retentissent dans toute la République à la fête du 1er mai, les constitutions haïtiennes qui n'avaient rien à voir avec les pratiques politiques, comme aujourd'hui, eh bien, consacraient 3 fêtes nationales. L'indépendance, la fête du président et le 1er mai. Et
répète encore chaque année depuis 1807 que le producteur de café est le roi sacré de nos problèmes. Roi, on veut de maître sur lequel régner. Il avance quelque part. Nos familles encore jeunes, dont la semence... Non, c'est pas ça, pardon. Il n'en est pas ainsi. Il s'ensuit immédiatement que l'impôt à prélever par la tête d'Haïtien serait de 4 piastres par an, c'est des détails. Mais voilà exactement où je voulais en venir. Ces producteurs représentent dans notre donnée, s'il supposé, 40 000 familles haïtiennes que l'impôt a saisies dans l'esclavage et qu'il n'a cessé depuis lors de tenir en dehors de toutes les lois de justice et d'humanité. Et puis j'abrège, je termine par cette remarque terrifiante de Souffrez, je vous prie, que je cherche. Il dit que le budget pour fonctionner est de 200 000, de 4 millions de piastres. Et il y a 2200 rentrées comme recettes douanières, et presque pareil pour les autres. Tous les citoyens payent, mais ce qu'il y a de lieu de noter, il y a 1 800 000 piastres qui rentrent et c'est la classe la plus pauvre qui paye lourdement les 3/4 de l'impôt. Cela suffit, cela veut tout dire. Cette misère, cette douleur prendra fin, parce qu'il faut que j'abrège, exactement en 1893. La dette a été éteinte officiellement par un accord entre les gouvernements haïtiens et français en 1893. Et c'est Frédéric Marcelin, lors ministre des Finances de Florville-Hippolyte, qui découvre que depuis 1888, la dette est éteinte et qu'on continuait de payer. Et après diverses correspondances et d'échanges, les responsables, parce qu'il y avait des Haïtiens qui étaient réticents, disant que la Caisse des dépôts et de conciliation est tellement rigoureuse qu'elle ne peut pas se tromper. Elle ne s'était pas trompée, mais il y avait une erreur d'appréciation dans les comptes, pas du fait d'une défaillance de la Caisse des dépôts, mais ce qui s'était passé en 1870, il y a eu un accord. Et cet accord, en principe, a conduit à fondre à la fusion des deux dettes. L'emprunt de 30 millions, qui a rapporté beaucoup d'argent aux spéculateurs, et aussi ce qu'on appelle, bien entendu, la dette, l'ordonnance de 1825. Et la Caisse n'a pas enregistré les intérêts, n'a pas tenu compte des intérêts qui avaient été versés au compte de la double dette et ne pensait s'il y a une nuance financière qu'on va peut-être expliciter. Et en 1893, la France a accepté, elle a reconnu, en vertu d'un accord passé entre États haïtiens, les représentants de l'État haïtien et l'État français, que la dette avait été éteinte. Et pour clore, je voudrais dire 3 choses. La temporalité, sa logique qui a conduit à l'acceptation de la dette, était l'époque où se construisait une paysannerie. La temporalité d'aujourd'hui, dominée par la restitution, elle est donc différente et conduit à des frustrations, des émotions. Mais, en principe, nous assistons au démembrement de cette paysannerie. Les dernières estimations démographiques indiquent que pour la première fois, la population urbaine dépasse largement la population rurale, ce qui n'avait jamais été enregistré dans l'histoire de ce pays.
et ce qui éclaire implicitement combien la crise est complexe. C'est pour n'avoir pas tenu compte de cette appréciation qui est aujourd'hui chiffrée que nous sommes aussi dans ce désastre. Il n'y a pas que la dette. Ce qui a aggravé, et j'abrège, la dette, surtout, c'est le caractère coutumier et ce que j'appellerais le caractère despotico-anarchique. À chaque secousse que prend l'État, on est obligé de recadrer les termes de la dette et les intérêts augmentent. Lors de la crise de 1843, c'est à partir de 1847 qu'on redémarre avec ce qu'on appelle le service de la dette. Après la grande et terrible secousse que j'appelle la folie satrapique de 1869 à 70, c'est à partir de cette terrible crise qui a engagé tout le corps militaro-politique qu'on a eu aussi ce qu'on a appelé également une crise, et c'est en 1870 que ça a redémarré. Je vous remercie.